Bonsoir, bonsoir tous. Merci de nous recevoir chez vous ce soir encore dans le cadre de votre émission Entre copines. Nous allons parler ce soir d'un phénomène dont on a déjà entendu parler, qui a déjà défrayé la chronique de plusieurs pays dans le monde. Nous allons parler des prédateurs sexuels. Qui sont-ils? Comment agissent-ils? Qui sont leurs victimes? Comment les choisissent-ils? C'est à ces questions et à bien d'autres que nous essayerons de répondre tout au long de cette émission. Merci de rester avec nous. Pour en parler, nous avons invité le docteur Togen Michael. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Emile. Meilleurs vœux. Merci. Deuxième fois sur le plateau. Un plaisir, une fois de plus. Si le plaisir d'autres. Vous êtes surtout psychiatre? Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous... Psychiatre. Médecin Psychiatre. Psychiatre, j'y arrive. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots ce que c'est? Bon, c'est un médecin qui, après des études de médecine générale, Oui. s'est spécialisé en psychiatrie, Oui. spécialité parmi tant d'autres. Ok. Donc, lui, le psychiatre se concentre sur l'intelligence, les émotions et sur l'attitude. Alors, c'est le docteur du comportement. Oui, c'est ça. Moi, j'aime à dire c'est le docteur du comportement. Oui, c'est ça. Merci d'être là. Ah, tout juste à côté de moi, j'ai Madame Etonde. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Ami. Non, on s'est déjà vu, je pense, depuis le début d'année. Oui, on s'est déjà vu. J'ai déjà fait plusieurs émissions ici depuis le début de l'année. Vous êtes travailleuse sociale. Oui. Vous êtes aussi spécialiste en santé mentale. Oui, je fais l'accompagnement psychosocial. Oui. J'apporte une aide psychologique et une aide sociale en même temps. D'accord. Vous êtes surtout présidente de Action Santé Éducation. Qu'est-ce que c'est? Action Santé Éducation, c'est une association qui œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des populations dans les domaines de la santé et de l'éducation. D'accord. Merci d'être là ce soir encore. Merci pour tout juste à côté de vous, j'ai Armel Penjeux. Bonsoir Armel. Bonsoir Emile. Si je n'avais pas bien prononcé ton nom, tu m'aurais... Vous êtes technicienne vidéo ici même à STV. Oui. C'est quoi technicienne vidéo pour une femme? On a besoin de savoir. Bon, une technicienne vidéo dans le cadre de la télévision est chargée de la maintenance préventive et curative des équipements audiovisuels, donc caméras, micros, équipements de diffusion et de transmission. C'est un joli métier pour les femmes. Ah, joli mais difficile. Mais tu aimes ce que tu fais quand même? Oui, beaucoup. Merci d'être là. Alors, docteur, on va commencer avec vous. Est-il possible de nous donner une définition de ce que c'est qu'un prédateur sexuel? Bon, si on va prendre la prédation, c'est celui qui consomme l'autre, au sens B.A.B.A. du terme. Okay? Dans ce sens-là, on va dire quelqu'un qui, sans consentement, oui, va avoir une jouissance sexuelle, va s'approprier une sexualité pour son intérêt, sans consentement. L'élément fondamental, c'est le consentement. Oui. C'est surtout ça. Est-ce que, quand vous le dites, on a l'impression que ça renvoie un peu au viol, parce que le viol, c'est avoir des relations sexuelles avec l'autre sans son consentement. Est-ce que dans la prédation, il n'y a pas un élément fondamental qui fait la différence? Parce qu'il y a quand même prédation, on suppose que c'est guetter, je ne sais pas, je peux me tromper. Le prédateur, le viol, c'est l'acte. Okay? Oui. Maintenant, les protagonistes, il y a le prédateur, il y a la victime, c'est un peu ça. Oui, ok. Alors, Amel, vous retrouvez dans cette définition? Bien évidemment. Dans quelle mesure? Expliquez-nous. Dans la mesure où, lors d'une journée comme celle-ci où j'étais au travail, je me suis fait agresser par un collègue. Comment ça s'est passé? Bon, comme les départements sont séparés, Oui. donc on fait appel à moi au studio qu'il y a un souci. Bon, comme on a une équipe technique, le chef d'équipe m'a envoyé en studio vérifier le souci qu'il y avait. Bon, j'ai constaté le problème et j'allais donc rendre compte pour qu'on mette en place le déploiement à faire. Bon, je suis arrivée à l'ascenseur, je suis entrée. Au moment où l'ascenseur se refermait, il est entré précipitamment. Alors, je vais te couper. Alors, tu partais d'un niveau à un autre. Oui. Il fallait emprunter l'ascenseur. Oui. D'accord. Bon, il est entré. J'ai vu que c'était un collègue. Bon, la manière qu'il est entré, j'ai sursauté. Oui. Mais bon, comme c'était un collègue, bon, je me suis dit que bon, lui aussi montait comme je montais.
sans penser loin, comme on dit au quartier. Mais dès que l'ascenseur s'est refermé, il me tire brutalement vers lui. Et directement, j'ai le réflexe des aînés, parce que quand ils sont arrivés en entreprise, les aînés m'ont dit que bon, il y a des gars parfois qui bloquent l'ascenseur, qu'il y a un système où on bloque l'ascenseur. Donc quand il me tire vers lui, l'idée qui me vient, c'est qu'il faut que je m'arrange à être du côté du panneau, afin qu'il ne me bloque pas dans l'ascenseur. Donc c'est comme ça qu'on a bataillé dans l'ascenseur jusqu'au niveau où on allait. L'ascenseur s'est ouvert, comme j'avais dos, j'étais presque à la porte de l'ascenseur. Je suis sortie précipitamment. Et quand je suis sortie, il fallait prendre les escaliers. Donc quand je sors, je me dis que bon, je me suis échappée. Mais dès que je prends les escaliers, il me tire, il me ramène au niveau où il se trouvait. Heureusement pour moi, un monsieur sortait de son bureau et lui, il a donc fui en bas par les escaliers. Alors, docteur, est-ce que dans ce récit-là, on voit le prédateur sexuel? Oui, c'est clair, il n'a pas demandé de consentement. Oui. Et il s'y est pris de force, en fait. Donc là, il y a une prédation. Alors, est-ce que de prime abord, on peut reconnaître un prédateur sexuel? C'est-à-dire que si on voit quelqu'un, on peut savoir, est-ce qu'il y a des traits caractéristiques? Donc, la réponse la plus simple, c'est non. Oui. Vraiment. Ça peut vraiment être n'importe qui. Ça peut être n'importe qui. Et d'autant plus que très souvent, ce sont nos proches. C'est pas un étranger. Oui. Des proches en qui on avait confiance, avec qui on se sentait en sécurité. Oui. Voilà, donc la réponse la plus simple, c'est non. Mais maintenant, après, oui, on peut avoir quelques signes d'alerte, mais sinon, ça peut être n'importe qui. D'accord. Alors, nous allons, avec votre permission, écouter l'avis de nos compatriotes à qui nous avons posé la question sur cette question du prédateur sexuel. Et nous les écoutons et nous revenons juste derrière. Quand j'entends, selon moi, un prédateur sexuel, c'est quelqu'un qui ne s'en passe pas du sexe, donc qui agresse les gens pour le sexe. C'est ce que j'entends par un prédateur sexuel. Il doit que faire la prison parce que s'il couche une femme sans son accord, c'est que c'est la prison qui veut. Hormis de ça, je ne sais plus quoi dire. Quelqu'un qui agresse les femmes sans leur consentement, qui les oblige à faire l'amour sans leur consentement. C'est comme ça que moi je peux interpréter le prédateur sexuel. Un prédateur sexuel, pour moi, c'est déjà un violeur. C'est quelqu'un qui abuse de l'intelligence des enfants. C'est quelqu'un qui est là pour détruire la vie des enfants en général. Le sexuel, c'est des personnes sans moralité. Vraiment, c'est des gens ridicules à la limite et des psychopathes, on veut dire. Parce qu'on ne comprend pas comment quelqu'un qui va passer d'une certaine moralité à une autre. Vraiment, il y a des lois qui ont été établies. C'est nous les humains, des personnes, et alors traverser cette étape et adopter des habitudes néfastes, bizarres, donc ces personnes doivent être vraiment traduites, c'est dommage, c'est dommage. Le monde est à l'envers et vraiment que les choses vont vraiment changer, on espère. Ceux-là doivent avoir un certain compte à rendre vraiment dans nos juridictions. Il faut vraiment que le gouvernement essaie de prendre les choses en main pour que ça ne se répète plus, ce genre de choses. De retour sur le plateau d'Entre Copines, aujourd'hui nous parlons des prédateurs sexuels. Alors Amel, je reviens à toi. Tu nous as dit que tu partais d'un étage à un autre. Oui. Tu es allé chercher quelque chose pour venir continuer le travail que tu étais en train de faire. Et quand tu es revenu à ta descente, est-ce que tu l'as vu? Il était là avec d'autres collègues. Et comment il s'est comporté en te voyant? On ne se connaît pas. Comme si rien ne s'était passé? Oui, comme si rien ne s'était passé. Il n'y a même pas eu une petite gêne dans son regard, rien du tout? Rien du tout. Alors, docteur, je reviens à vous. Madame Etondé, je reviens à vous. Est-ce qu'après un tel acte, il est normal que le bourreau se comporte comme ça vis-à-vis de la victime? Le meilleur mécanisme de défense, c'est l'indifférence à ce moment-là. Oui. Parce que le mieux, c'est que on pense que rien ne s'est passé, donc il faudrait qu'il se comporte en conséquence comme si rien ne s'est passé. Oui. Voilà, oui. Maintenant, le fait est qu'il y a aussi une certaine catégorie de personnes
qui sont vraiment les purs, ce qu'on appelle les purs prédateurs, là, qui se relèvent souvent de ce qu'on qualifie comme ayant un comportement antisocial ou dissocial. Oui. Donc, c'est des personnes qui, naturellement, n'ont pas de remords. Donc, à ce moment-là, ce n'est même pas un jeu. Le gars s'en fout complètement, rien ne s'est passé. C'est un non-lieu pour lui? Oui, c'est un non-lieu pour lui. Donc, il y en a qui vont le faire parce qu'ils ont besoin de cacher leur acte, mais il y en a que tout simplement, ça ne leur dit rien. C'est même pas un effort de le faire. C'est naturel, rien ne s'est passé. Alors, Madame Etonde, est-ce que les prédateurs choisissent leurs victimes par hasard, au hasard, ou bien ils ciblent des personnes particulières? Bon, comme le docteur venait de dire, si quelqu'un s'en fout complètement, il peut prendre n'importe qui. Mais il y en a aussi qui ciblent leurs victimes parce qu'ils savent qu'ils vont réussir. Oui. S'ils voient que la collègue est vulnérable, peut-être qu'on vient de la recruter, ou alors elle semble timide, il sait qu'elle ne peut rien lui faire, donc il va vers elle. Je voudrais aussi dire à la suite du médecin, dans la définition du prédateur sexuel, qu'il cherche à avoir des relations sexuelles avec une personne de manière abusive. Oui. Oui. Donc c'est ça qu'on appelle dans notre langage l'agression sexuelle. Oui. Il ne veut pas. Allez-y. Oui, il ne demande pas l'avis de quelqu'un comme il a fait, il la trouve dans l'ascenseur, il a la force. Et heureusement pour elle qu'elle savait qu'on bloque souvent l'ascenseur. Oui, on lui avait dit. Oui, heureusement, parce que si elle n'avait pas su, il serait passé au viol. Oui. Alors, quand on sort du cadre du travail et qu'on est dans la rue, par exemple, je reviens avec ma question. Est-ce que le prédateur choisit sa victime au hasard, c'est-à-dire qu'il voit une femme passer, il se dit je peux réussir ici, ou bien il y a des critères, enfin je ne sais pas, de vulnérabilité, peut-être qu'il lit chez la victime. Oui, donc quelqu'un peut penser à tort que telle personne ou telle autre peut être vulnérable. Il y a des gens qui sont vulnérables qu'on voit dans la rue, les enfants par exemple, les jeunes filles qui marchent, qui sont seules. Si quelqu'un est costaud, grand et tout ça, il sait que celle-là, elle est vulnérable, il va la prendre. Peut-être que quelqu'un est en train de marcher seul dans une rue qui n'est pas sécurisée et peut-être un peu tard dans la nuit. Le prédateur va savoir que celle-là, elle est vulnérable, il va la prendre. C'est comme il peut aussi prendre une personne qui est bien, il se dit qu'il la prend, il s'en fout. Elle n'est pas vulnérable, mais il s'en fout. Oui, donc ça va rejoindre ce que le médecin a dit tout à l'heure, qu'il n'a pas de sentiments, et pour lui, il a fait, et puis il n'a pas de regrets. Donc il peut récupérer n'importe qui. Alors, oui. Déjà, grosso modo, c'est vrai ce que Catherine a dit. Hein. Vraiment, il n'y a pas forcément un profil pour être une victime. Maintenant, du point de vue du prédateur, en termes de comment choisir ses victimes, il n'y a pas forcément un profil, comme je disais. Mais maintenant, quand on regarde à l'échelle individuelle, il y a des personnes qui, en fonction de pourquoi est-ce qu'ils abusent, auront des préférences. Par exemple, je ne sais pas, si il a une haine contre les filles brunes, parce que c'est une fille qui l'avait violée dans l'enfance, il fait une fixation dessus, ça va être son critère à lui. Mais à l'échelle, grosso modo, vraiment, il n'y a pas de profil type. Oui, mais dans l'ensemble, il y a des gens qui vont prendre au hasard, surtout les antisociaux là, mais d'autres maintenant, comme on dit, chacun a ses goûts. Voilà, chacun a ses goûts, mais dans l'ensemble, il n'y a pas de critères. Ça me permet d'embrayer sur la prochaine question. Y a-t-il un détail qui les attire? Parce que souvent on dit, les filles s'habillent pas bien, peut-être qu'elle a dénudé le ventre, elle a dénudé, je sais pas moi, le dos, elle a dénudé. Mais je viens à toi. Comment est-ce que tu t'es spécialement, je veux dire, indécemment habillée, les gens aiment à le dire pour qu'ils s'attaquent à toi, par exemple? Pas du tout. J'étais en tenue de travail, chaussures de sécurité, le chapeau sur la tête. Donc, j'étais même pas, je peux dire, visible, entre guillemets. D'accord. Et ce qui m'a un peu surpris, c'est que c'est quelqu'un avec qui je dialoguais à peine. Donc, c'est à peine si on se disait bonjour. Donc, il ne s'était même jamais vraiment approché de moi. Donc, quand on venait pour le travail, vu qu'on n'est pas de la même équipe, donc quand moi je venais, c'était pour une intervention, je venais, je repartais. Donc, c'est un peu ce côté que je n'avais pas compris. Parce qu'avant, je pensais que, bon, comme on dit sur mon quartier, peut-être il t'a fait la cour, tu as refusé, peut-être c'est ça qui pousse à interagir. Mais c'est rien du tout? Rien du tout. Vous n'étiez même pas en contact permanent avec lui? Non, non.
Madame Etoné, je vous repose la question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire? J'insiste dessus parce qu'on a l'habitude de dire que les filles, elles s'habillent mal, elles portent les mini, elles portent les dos. Est-ce que c'est un facteur qui peut pousser le prédateur? Oui, je dirais oui, que ça peut pousser parce que beaucoup de gens ne le savent pas. L'homme est conquérant, l'homme réagit à ce qu'il voit. Donc si quelqu'un, on s'habille, on met nos parties intimes en évidence, ça va attirer un homme. Il peut agir donc parce qu'il a vu que quelqu'un a de belles formes et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on demande aux jeunes, aux femmes de s'habiller décemment. Maintenant, quelqu'un qui a envie de faire du mal, même si on porte le cabas, il va toujours chasser. Il y a aussi d'autres personnes. J'avais vu un documentaire, un monsieur qui tuait un tueur en série. Oui. Il avait tué plusieurs femmes mariées. Et les enquêteurs ont cherché à savoir pourquoi il s'en prenait particulièrement aux femmes mariées. Oui. Et on a compris que sa femme l'avait trompé. Et il voulait donc se débarrasser de toute cette race qui trompait leur mari. Si bien qu'il partait faire la cour aux femmes mariées. Oui. Et quand elle acceptait, il les tuait après. D'accord. Il dit, ok, moins une, celle-là ne va plus jamais tromper un homme. Donc c'est comme ça qu'on a compris ce qu'il y avait dans sa tête. D'accord. On ne sera pas 100% d'accord. Le vrai problème, c'est la définition d'habillement indécent. Oui. C'est quoi la limite? Merci. Merci je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai insisté sur la question. J'ai vraiment besoin de... C'est ça le vrai problème. Personne ne connaît la limite. Okay? Et il faut aussi comprendre que l'habillement, ce qu'on peut trouver indécent, évolue en fonction des situations géographiques et du temps. Absolument. Okay? Parce que si on peut au Moyen-Orient, porter le pantalon, c'est indécent pour une femme. Oui. Ici, là, si elle a le pantalon, bon, ça va, il n'y a pas de problème. Et après, une autre, à cause des formes de son corps, peu importe ce qu'elle porte, on va toujours trouver qu'elle sollicite les hommes. Oui. Voilà, oui, donc, je me dis que bien qu'on puisse dire que l'homme réagit à ce qu'il voit, ok, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut orienter le débat. En disant, les filles, vous devez vous habiller comme ci, comme ça. C'est pas dans ce sens qu'il faut orienter le débat. Parce que le fait est que, peu importe comment on s'habille, vu que c'est un élément qui est abstrait, ce qu'on appelle décent, oui, mais les gars vont revoir la définition de décent. Si toutes les filles s'habillent en cabas, ils vont dire, ok, c'est maintenant qui met le cabas, qui met les talons, celles-là sont indécentes. Ah oui, absolument. Ok, voilà, oui. Donc, c'est vraiment quelque chose de trop abstrait. Voilà, oui, c'est concentrer les efforts là-bas serait une perte de temps. Indécent, ça évolue tellement avec le temps. Aujourd'hui, quand tu pars par exemple, quand tu pars en Amérique du Nord, une fille s'habille si une fille met un short qui s'arrête au milieu de la cuisse là, avec un t-shirt, c'est décent. Surtout quand tu pars dans les villes côtières là. Oui. Ok. Mais ici, là, on va trouver que c'est indécent. Mais là-bas, c'est tellement banal que ce qu'on va trouver indécent, c'est plutôt ceux qui vont mettre ça et vont marcher avec le soutien. Oui. Mais ceux qui mettent ça avec un t-shirt, même si ça monte son nombril, ça reste décent. Donc, vraiment, orienter la conversation dans ce sens-là, ce serait carrément un gâchis. D'accord. Vraiment. Ok. Alors, on est donc d'accord que le prédateur sexuel, sa cible, c'est partout. À l'échelle individuelle, ce n'est pas forcément partout. Oui. Mais à l'échelle globale, c'est partout. D'accord. Ok. Alors, j'ai envie de demander, où vont-ils chercher leurs victimes? Est-ce qu'il y a un endroit spécial où ils cherchent leurs victimes? Est-ce qu'ils se concentrent peut-être dans la rue, dans les écoles, ou bien partout, c'est bon à prendre? Comme je disais tantôt, ça va dépendre. Okay? À l'échelle individuelle, ça dépend de ce qui le motive. Oui. Okay? Il y a des gens, par exemple, qui sont intéressés que par les mineurs. Pourquoi est-ce qu'il va aller chasser dans une boîte de nuit quand il n'est intéressé que par des mineurs? Okay. Maintenant, comme Catherine a dit, l'autre ne s'intéressait qu'aux femmes mariées qui trompent leur mari. Donc c'est par rapport à ta cible que tu choisis où tu vas les retrouver. Où tu vas aller, okay. Mais maintenant, encore, il y a ceux qu'on qualifie surtout des personnes avec des personnalités antisociales. Ce sont des gens qui habituellement aiment juste détruire, qui s'en foutent de tout. Donc partout l'opportunité se présente, le gars pose là. Oui. Et aussi quelquefois maintenant il y a l'effet encore des drogues et de l'alcool qu'on oublie souvent de souligner. Parce que quand c'est dû à des drogues, peu importe où il est, dès qu'il a pris son truc, tout ce qui passe là, il bondit dessus. D'accord. Okay. Alors, Armelle, après cette agression-là, qu'est-ce que tu as fait? Rien. Pourquoi? Alors là, tu as parlé à quelqu'un? Non. Pourquoi pas? Bon, sur le coup, c'était un peu compliqué. Sur le coup, c'était un peu compliqué parce que j'ai pensé à la tâche à faire.
Bon, quand j'ai fini la tâche, j'ai voulu parler, je me suis demandé, bon, est-ce qu'on va me croire? Parce que quand je suis arrivée au studio, tellement il était serein que j'ai eu un doute. Son attitude t'a fait douter? Oui. Sa sérénité t'a fait douter? Oui, je me suis dit que ben, quelqu'un qui est autant serein au milieu d'autres collègues, est-ce qu'on va me croire? Je n'ai pas eu envie qu'on me pointe du doigt pour peut-être d'avoir menti. Qu'elle vient d'arriver, elle raconte déjà Elle vient d'arriver, elle raconte des trucs fausses. Donc c'est un peu pour ça. Et en famille, bon, chez nous les hommes sont un peu très chauds. J'ai su que si je rentre avec ça à la maison, le travail là, ça allait être sagat juste après que j'ai dit ce qui s'est passé. Mais est-ce que tu n'es pas allé même vers les ressources humaines parce que tu étais quand même dans le cadre de l'entreprise? Est-ce que tu n'es pas allé face à la ressource humaine pour lui expliquer? Il faut savoir que parfois quand on vient d'entrer dans le monde de l'emploi, on ne maîtrise pas trop ses rouages, on est seulement content de venir travailler. Oui. Donc moi, je ne savais même pas exactement qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut aller aux ressources humaines faire. Moi, je savais seulement que bon, j'ai été recrutée, je dois faire mon travail. Peut-être si j'ai une interpellation, ça va venir des ressources humaines. Je ne savais pas qu'on peut aller vers les ressources humaines pour se plaindre d'un tel fait. Mais des années après, peut-être 2 ou 3 ans, quand j'ai parlé à certains aînés en entreprise, c'est là où ils m'ont dit que non, quand ça s'est passé comme ça, tu aurais dû aller voir les ressources humaines. Et ce genre de cas se gère même très facilement. D'accord. Alors, Madame Etonde, est-ce que vous trouvez normal qu'une femme, une fille qui se fait violer ou qui risque de se faire violer n'en parle pas? Est-ce que vous trouvez ça normal? Bon, comme elle a dit, elle a eu peur. La première chose qui fait peur, qui vient dans l'esprit des personnes qui sont violées, hein, même les enfants, les cas de viol qu'on a eu à régler, c'est la peur. Oui, on a peur. Si on parle, en plus il y a la honte. Et est-ce qu'on va nous croire? Comme elle disait, si je parle maintenant, est-ce qu'on va me croire? Parce qu'avec l'attitude du violeur, de l'agresseur, on se pose des questions. Et très souvent, le violeur nie. Quand on le pointe du doigt, il a le réflexe de nier. Si bien que ça fait peur aux gens, aux victimes, elles n'ont pas envie de parler. Maintenant aussi, dans l'environnement social dans lequel ils se trouvent, si je dis que j'ai été violée, est-ce que je ne serai pas stigmatisée? Est-ce que ça ne va pas jeter l'opprobre sur ma famille? Et les familles n'aiment pas dénoncer. Parce que quand je faisais la formation sur les violences, on avait une collègue qui était magistrate qui nous a dit que même à son niveau, les jeunes filles, parfois, elles avaient envie de parler, mais les mamans leur disaient derrière, non, ça va jeter le pauvre sur la famille, il ne faut pas en parler. Après, on a peur que si on veut se marier, par exemple, le mari va se rétracter s'il apprend qu'on a été violé. Donc, il y a beaucoup d'expressions qui se mélangent, il y a beaucoup de doutes qui empêchent qu'on finisse par parler. Mais est-ce que vous comprenez, est-ce que vous comprenez ce fait-là? Oui, je le comprends parfaitement. C'est pour ça qu'on essaye de sensibiliser, on rassure, on demande aux gens de venir parler parce que quelqu'un qui a ce problème, il a envie d'en parler. Une fois, on a fait une émission ici à STV, il y avait une dame qui faisait l'émission avec nous. Elle a été violée, c'est la première fois qu'elle en parlait. Et parce qu'on parlait de viol et ainsi de suite, on a donné tellement de détails qu'elle s'est mise à pleurer. Parce qu'elle n'en avait jamais parlé, elle a subi tellement de choses, ça a transformé sa vie. Maintenant, ce qu'on fait, on rassure les victimes. Venez nous parler, on est à votre écoute, on ne vous juge pas. Hein? Nous, on n'est pas là pour juger. Et bon, c'est vrai que moi, par expérience, je dis il faut éviter un certain nombre de choses parce que quand on revient, on a envie de comprendre, on voit qu'il y a certains comportements qui nous exposent. Mais on ne juge pas la victime, on ne l'expose pas. On agit dans son intérêt supérieur. On la met dans un environnement sécurisé. Or, beaucoup de gens ne le savent pas. Donc, si les femmes savent qu'elles ont des endroits où elles peuvent aller parler, elles peuvent être écoutées, sans être jugées, sans même que d'autres personnes ne soient au courant. Sinon, moi, avec la liste que j'ai, je serais venue ici exposer beaucoup de gens. Il faut que les femmes comprennent qu'elles peuvent être écoutées sans être jugées. On les écoute, on leur apporte la solution à leurs problèmes. On les rassure, on les apaise. Maintenant, elles parlent, parce qu'il y a des gens qui parlent. Hein. Même les enfants qui sont violés parfois, elles ont peur. Et elles ont peur pour des raisons que nous pouvons trouver banales.
J'avais un enfant, par exemple, qui me dit je ne pouvais pas parler parce qu'il estimait que son violet était très fort. Ah oui, le violet était très fort. Pourquoi? Parce qu'il les tapait souvent. Elle était enfant, le violeur était un peu plus grand. Il estimait qu'il était très fort, donc elle ne pouvait pas parler. Donc, quand on a en face de nous cet enfant, on le rassure, on l'amène à comprendre que ce violeur-là, même si elle le dénonce, il n'y a rien. Et généralement, lorsque les gens sont mis en confiance, ils parlent. Hein? Oui. Moi, c'est l'expérience que j'ai eue. Une fois qu'on met les personnes en confiance, elles parlent. Même en pleurant, elles parlent. Docteur, est-ce qu'il y a un moyen dont use le bourreau pour créer cette peur-là chez la victime? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a des stratégies qui sont utilisées. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que le vrai problème avec le viol, c'est qu'une fois que l'acte est passé, c'est difficile à prouver. Oui, absolument. C'est très difficile. Dès que le gars nie, tu prouves ça comment? C'est très difficile à prouver. Chez les enfants, c'est encore même plus facile parce que si entre l'acte et la dénonciation, le délai est bref, on peut encore faire une expertise à l'hôpital. Mais chez l'adulte, c'est très difficile à prouver. Très difficile. Donc, maintenant, c'est clair qu'il ne voudrait pas que ça se sache quand il passe à l'acte. Donc, habituellement, ça va être des menaces. Du genre, bon, sache que si tu dis je vais. Ou alors, c'est un cadeau, le flatteur ne dit ça à personne. Ça dépend un peu de combien ils sont le truc. Oui. Parce que très souvent, chez les plus jeunes, là, l'enfant ne se rend même pas compte de ce qui s'est passé. Ok? Parce que très souvent, quand on reçoit à l'hôpital, c'est tout du genre, ça s'est passé. C'est 7 ans après qu'il réalise que ce qui s'était passé, là, en fait, n'aurait pas dû se passer. Oui. Que c'était pas normal. Oui, c'était pas normal. Donc, soit on va les garder dans la teinte de l'ignorance, là, qu'on ne dit ça à personne, on va banaliser. Ou alors, on va leur dire, ok, si tu dis, sache que tu sais que c'est moi qui fais. Des trucs bêtes, comme elle a dit, l'enfant est faux. Il peut même mentir que c'est moi qui détiens l'immeuble ici là. Si tu dis, je vais dire, on va chasser votre famille, pourtant le gars ne connaît même rien de l'immeuble. Mais l'enfant va croire. Ok. Maintenant, bon, chez l'adulte, quand le gars le fait, ça dépend du contexte. En milieu professionnel, il va utiliser les rouages professionnels pour te dissuader. Quand c'est des individus lambda, s'il le fait habituellement, il va s'éloigner. Ok. Donc, mais ce qui est sûr que, à moins que ce soit un truc fait, il choisit ses victimes au hasard, il met des mesures pour éviter qu'il soit découvert. Donc, en gros, c'est ça, c'est un peu ça le truc. Alors, pour un adulte, parce que je vais dessus directement, parce qu'on en parle, pour un adulte qui est violé, une jeune femme par exemple qui est violée, qu'est-ce qu'elle doit faire juste après cela? Juste après le viol qu'elle subit là? Disons que le plus urgent déjà, c'est d'aller à l'hôpital. S'il y a eu une pénétration, faire un bilan de santé, ok, pour éviter. Parce que le plus important serait que, même si le drame est arrivé, il faudrait surtout éviter que à ça ajoute des infections. Ok? Que à cela s'ajoute une grossesse non désirée. Et après, le risque psychologique que cela représente, qui est désastreux. Je dis bien désastreux. Je vais vous donner un exemple. Là, j'ai une patiente de 22 ans qui a subi à peu près 10 viols dans sa vie. Ok. Et comme Catherine le disait tantôt, il y avait ce climat familial qui créait un tabou autour de la chose. Tout le monde n'était pas forcément au courant, mais c'était déjà, elle sentait que si elle le dit, ça va se retourner contre elle. Ouais. Déjà qu'elle avait le malheur de ne pas vivre avec ses parents. Orpheline de mère, le père qui n'était pas présent, donc c'était compliqué. Donc, et quand ça se fait déjà, quand ça t'arrive déjà une fois même, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'une fois que ça t'arrive, il y a beaucoup de chances que ça se répète. Déjà, tu deviens une personne qui est un peu... Si les gens le savent, tu deviens comme la proie facile. Tout le monde va vouloir sauter par là. Oui. Ok. Mais même si les gens ne savent pas, habituellement, les gens qui ont été déjà abusés sexuellement développent des attitudes des mécanismes de compensation qui ne sont pas vraiment appropriés. Oui. Et ça fait que ça les expose encore. Voilà, oui. Et elle se retrouve à faire des hallucinations carrément. Où elle se battait, elle était hospitalisée chez nous, là, elle se battait carrément parce qu'elle voyait les violeurs dans sa chambre. Bon, pour montrer à quel point ça peut être désastreux. Sans compter celles qui vont sauter du pont, des trucs comme ça. Je me rappelle une fois un matin, je me réveille, il y a une patiente qui m'envoie des vidéos où elle se mutile. Elle était décidée à se tuer, elle s'est retirée carrément d'un hôtel à Yaoundé pour que personne ne la dérange, afin qu'elle se tue. Et ça partait encore d'un viol. Et même celle-là, elle avait vécu, elle avait connu, elle aussi, elle avait tout 22 ans.
Et elle était déjà à 7 viols. Et dans les deux cas, ce sont des trucs qui ont commencé au plus tard, à l'âge de 7 ans. Mais ce sont des trucs... Et ce qu'il faut aussi dire, c'est que non seulement il faut souvent donner donner des signaux aux enfants, comme quoi... Comme je suis arrivé, tombé sur une émission là où on disait il n'y a pas de secret sur ton corps. On en revient, bon. C'est bien que vous soyez tombé dessus. Je vous invite, mesdames, messieurs, à regarder ce reportage où on parle d'abus sexuels et on se retrouve juste derrière. Le mal prend malheureusement de l'ampleur au Cameroun. Plus d'un tiers des femmes en 2016 avouent avoir subi des agressions sexuelles dans leur vie. Des attaques souvent orchestrées par des membres de la même famille. Aujourd'hui, nous sommes rendus compte que les abus se font beaucoup plus en famille. Les abus se font beaucoup plus en famille parce que là, il y a une certaine confiance. Alors, nous faisons comprendre aux parents, qu'ils doivent faire comprendre à leurs enfants que même si c'est ton grand frère à la maison, il n'a pas le droit d'introduire ses doigts dans tes parties intimes. Le parent, en tant que garant de la sécurité de l'enfant, doit veiller à la protection de son intimité. Cela passe par l'éducation sur la connaissance des organes du corps. Le parent doit apprendre à son enfant depuis le bas âge de nommer les parties de son corps, de savoir que ces parties intimes sont privées et que personne n'a le droit de le toucher. Et également par la confiance qui doit exister dans la relation parent-enfant. Nous encourageons les parents à dire aux enfants qu'il n'y a pas de secret entre toi et quelqu'un que tu ne connais pas, ou bien même que tu connais. Il n'y a pas de secret. Tu n'as pas le droit d'avoir des secrets avec qui que ce soit. Nous appelons ça les secrets liés au corps. Tout secret lié au corps est à bannir. Et le parent également ne doit pas faire des attouchements à l'enfant. Parce que si le parent habitue l'enfant à lui mettre les doigts pour peut-être le nettoyer, ces choses-là, et sans lui faire comprendre que les gens n'ont pas le droit de faire ça, demain, quand quelqu'un fait ça, il ne trouve pas que c'est un problème. Les psychologues recommandent, en cas d'abus sexuel, de briser le silence, une étape qui marque le début de la restauration après le grand traumatisme vécu. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous faites très très bien. Vous regardez Entre Copines, la plateforme d'échange entre les femmes, même si nous ne sommes pas toujours entre les femmes. Hein. Aujourd'hui, nous parlons de prédateurs sexuels. Alors, Madame Etonde, dites-moi, est-ce qu'il est important de commencer à sensibiliser dès la petite enfance? Bien sûr. C'est même... on viole même les bébés. Hein. Donc, au fur et à mesure que l'enfant comprend, comme la dame a dit, il faut lui dire qu'il n'y a pas de secret. Parce que je ne vais pas donner le langage des violeurs ici, parce qu'ils vont faire attention. Mais nous, on connaît le langage des violeurs. Donc, je ne vais pas, mais disons à nos enfants qu'il n'y a pas de secret entre personnes. Moi, je disais à mon fils, si quelqu'un te dit ne dis pas à maman, c'est exactement ce que tu dois me dire. Donc, si quelqu'un te dit, par exemple, qu'il va tuer papa et maman, il faut venir dire. Donc, les enfants doivent apprendre aussi à dire non. On doit apprendre aux enfants que quelqu'un, s'il vient te toucher, tu lui dis stop. Parce qu'il y a des enfants qui sont très éveillés. Hein. Quelqu'un, et il dit, non seulement il dit stop, il dit je vais dire à maman ou à papa. Et le violeur a peur. Maintenant, quand on apprend ce langage aux enfants, il faut aussi que les parents apprennent à écouter. Parce que parfois, les enfants, on a eu affaire aux enfants qui ont parlé à leurs parents et ils ont dit ferme ta bouche. Tu racontes n'importe quoi. Et les enfants se sont repliés sur eux-mêmes. Donc, d'un côté comme de l'autre, il faut quand même faire attention, il faut éduquer. Nous, on passe le temps à sensibiliser parce qu'au lieu qu'on arrive à un niveau où on va guérir, parce que guérir, parfois, ça prend du temps. Il faut plutôt prévenir. On prévient. Oui. Armel, allez-y. Oui. Ce qu'il y a de... En fait, je ne sais pas, mais le fait que quand l'enfant dit ce qui s'est passé, on ne le croit pas. À la limite, c'est aussi désastreux que l'acte en lui-même. Parce que ceux qui font des complications psychiatriques après, surtout les plus sévères là, systématiquement, le même discours ressort. Quand j'ai dit, on ne m'a pas cru. Quand j'ai dit, on a ignoré. C'est le même discours chaque fois. Donc, et c'est clair, on le dit, dès que l'enfant dit de telles choses, l'enfant n'a pas de raison de créer de telles histoires.
quelque chose d'aussi grave. Oui, oui, il faut le croire sur parole. Ça, c'est la première chose. Bête à le croire, même au risque de se tromper après. Mais il faut le croire sur parole. D'abord. Oui, oui. Et lui donner de l'espace pour dire entièrement tout ce qu'il a dit. Et après, maintenant, il faut lui faire comprendre que ce n'est absolument pas de sa faute. Ça, c'est valable pour toutes les victimes. Parce que ce qui fait aussi le gros poids psychiatrique après, c'est qu'ils vont culpabiliser. Oh, peut-être que si le jour-là, j'avais mis le câble au lieu de mettre le pantalon. Oh, peut-être que le jour-là, je n'aurais pas dû passer là-bas. Oh, peut-être... Tout ça, c'est rien. Tu es victime, tu n'es pas coupable, ce n'est pas de ta faute. Il faut que ce soit dit explicitement et clairement à la victime. C'est valable pour les enfants et pour les adultes. Oui, oui, pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment douloureux parce que quand on voit un peu les propos que les Camerounais ventilent sur les réseaux sociaux, c'est carrément l'inverse qui se dit. Oui. Oh, les filles, vous aimez trop l'argent, c'est vous qui avez cherché. En tout cas, on connaît tout ce qui se dit. Oui, maintenant, pour une femme, parce qu'on sait que la preuve du viol est difficile pour la femme, enfin, pour l'adulte. Je dis n'importe quoi, une femme comme moi, quand je vais aller dire « il m'a violée », ce soir quand même, j'aurais du mal à le prouver, c'est ce que j'ai envie de dire. Comment moi je dois faire, une femme adulte comme moi par exemple? Non. Le plus important, en fait, l'important c'est quoi? La démarche, elle est à deux niveaux. Déjà, il faut te préserver des conséquences de cet acte. Okay? Et après, maintenant, il faut éviter des récidives de la part du prédateur. Le fait d'aller le dire, ça fait déjà qu'on peut faire ce qu'il y a de nécessaire pour éviter ces conséquences-là. Par exemple, si tu ne le dis pas, on ne fera jamais de dépistage parce que déjà, quand tu as même suivi un viol comme ça, là, on doit te mettre sur un traitement préventif pour le VIH. Par exemple, oui. Okay? Et après, on doit contrôler si tu as été infecté aux hépatites virales et tous les autres IST-là. Okay? Et après, il y a une prise en charge psychologique. Donc, si tu ne le dis pas, tout ça déjà, il n'y a pas espoir. Tu vas tomber pieds et mains liés tu pourrais tomber pieds et mains liés dans ces problèmes-là. Maintenant, une fois que tu l'as dit, même comme on disait tout à l'heure par rapport aux ressources humaines, même si on n'a pas de preuves, au moins on note. Et si demain une autre personne vient citer le même nom, une troisième personne vient citer le même nom, on va se dire que non, quand même, on n'a pas. On n'a pas inventé, oui. Voilà, oui, tout le monde n'est pas contre toi. Voilà, oui. Mais si tu ne le dis pas, ça laisse carrément de l'espace au gars de continuer impunément et sans aucune inquiétude ce qu'il a commencé. D'accord. Alors, Armel, toi qui es parent aujourd'hui, est-ce que toi d'abord, toi, la personne qui est passée à côté d'un prédateur, est-ce que toi, qu'est-ce que tu fais désormais pour, j'allais dire éviter, mais je ne sais pas si c'est évitable, et tu es parent, est-ce que tu en parles à tes enfants? Tu as des enfants en petite enfance, est-ce que tu leur en parles? Oui, oui. Je suis... Comme Cathy disait tout à l'heure, je prépare les enfants dès le bas âge. Mon fils, en maternelle, faisait pipi sur lui, au lieu qu'une personne aille l'aider. Parce que je lui avais déjà appris que, bon, tel endroit, quelqu'un d'autre ne doit pas toucher. Et je lui dis, quand tu marches dans la rue, fais attention aux gens qui vont t'appeler pour donner les bonbons. Là où tu joues, si tu vois qu'il y a un adulte qui est là constamment, il faut me dire. Donc c'est même à la maison. Je lui dis si telle ou telle chose se passe, même dans la maison, il faut me dire, il n'y a pas de secret. Ce qui fait que parfois, quand il vient, il veut me dire quelque chose, maman, j'ai telle chose à te dire, j'espère que tu ne vas pas te fâcher. Je lui dis que non, il n'y a pas de souci, je ne vais pas me fâcher. Quand tu viens me dire, c'est pourquoi ensemble, on essaye de solutionner si c'est un problème. Ce qui fait qu'il y a un peu ce climat de confiance. Et comme j'ai une fille et un garçon, parfois le garçon, même quand il veut s'occuper de sa soeur, il prend la peine de venir quand même me demander s'il peut ou bien s'il ne peut pas. Donc il y a un peu ça que j'installe déjà les limites. Même chez le garçon, parce qu'il faut y aller le préparer, c'est un futur adulte. Il faut qu'il sache par exemple que si une fille s'habille, tu ne dois pas entrer, tu ne dois pas te dénuder n'importe où, n'importe comment. Donc c'est un peu comme ça que je fais la prévention. Alors revenons à ton bourreau. Est-ce qu'il a changé d'attitude vis-à-vis de toi après son acte? Je veux dire que tu as continué à travailler avec lui, vous vous rencontriez dans les couloirs. Est-ce qu'il a changé d'attitude? Jusqu'à ce qu'il démissionne. Oui. Il n'avait pas de problème. Il n'avait pas de problème. Il a même démissionné une fois. Je vais sur les réseaux sociaux, je vois qu'il m'a envoyé l'invitation. Une demande d'amitié? Une demande d'amitié. J'ai accepté. J'ai accepté. Des jours après, j'ai raconté l'histoire de l'agression. Il a disparu de ma liste. Il s'est déconnecté de... Il a disparu de ma liste d'amis.
Mais il y a un an, il est venu m'interpeller pour se renseigner par rapport à un autre collègue. J'étais ébahie que mais celui-ci, alors, il n'a pas de stress. Il n'a pas de stress. Mais bon, il est là. Parfois, on se tamponne dans la rue, chacun passe sa route. Alors, docteur, quels sont les éléments qui peuvent influencer un enfant pour qu'il devienne un adulte prédateur sexuel? Est-ce qu'il y a un cadre? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent... Non, ce qu'il faut dire déjà, c'est que c'est clair, ce n'est pas l'évolution normale d'un être humain, d'un homme. C'est vrai que c'est dans les deux sens. Il y a des femmes qui sont prédatrices, il y a des hommes qui sont prédateurs, sauf que très souvent, ce sont les hommes. Voilà. Et même en constatation, je reçois souvent des garçons qui ont été victimes d'abus sexuels, à la fois de la part de filles comme de garçons. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Donc maintenant, ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que très souvent, ce sont des gens qui ont subi d'abord des violences sexuelles eux-mêmes. Eux-mêmes, ils ont été des victimes avant? Oui, oui. Habituellement, ce sont des gens qui étaient des victimes. Après, maintenant, on a des gens qui ont eu un environnement dans l'enfance où c'était très conflictogène. Oui. Ok. Et maintenant, il y a des trucs qu'on retrouve très souvent au Cameroun et qui sont grosso modo, où plus ou moins tout le monde est exposé. Il y a l'alcool, il y a les drogues qui sont devenues tellement répandues dans le doigt là. Et il y a la culture qu'on a, qui est un peu une culture machiste. Ok. Où la femme est mise au second plan, où la femme est plus... En fait, où la femme est traitée un peu comme un instrument. Okay. Et ça fait que, bon, on la voit comme un instrument, on la voit comme quelqu'un qu'on va consommer. Et après, même si elle se plaint, on s'en fout. Et ça entretient ce climat-là qui peut donner lieu à l'émergence de beaucoup d'attitudes de ce genre. D'accord. Voilà, oui. Donc, en gros, c'est ça. Alors, Madame Tondé, les jeunes femmes aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, comme le docteur a dit, on accuse les jeunes femmes d'être friandes de gains, de chercher des gens qui ont de l'argent. Est-ce que le prédateur, c'est toujours celui qui peut décaisser? Est-ce que le prédateur, c'est toujours celui qui a de l'argent et qui peut en donner? Non, pas forcément. S'il a de l'argent, il en donne. S'il n'en a pas, il n'en donne pas. Tous n'ont pas forcément de l'argent. Oui. Même dans le cas des viols que nous voyons, ce n'est pas toujours des personnes qui ont de l'argent. Que ce soit ceux qui violent les petits-enfants, les jeunes filles, ils n'ont pas toujours de l'argent. Donc, je crois que c'est dans leur tête. Cette affaire d'argent est juste incidentielle et ça n'a rien à voir. Oui. Moi, je voudrais qu'on mette un point dessus, parce que les gens disent que les femmes, parce qu'elles veulent des raccourcis, parce qu'on leur présente de l'argent, elles vont vers leur bourreau. Je voudrais que vous... Très souvent, ça se fait dans le cercle familial. Voilà. Pourquoi est-ce que l'argent va apparaître comme argument dans le cercle familial? Je veux que vous leviez l'équivoque dessus. Il faut comprendre une chose, ok? Quand quelqu'un s'en va voir, excusez le terme, une prostituée, pour un acte sexuel pour lequel il paye, on n'a jamais qualifié ça de viol. Absolument pas. On n'a jamais qualifié ça de viol. Donc, s'il s'agit de viol, ça veut dire qu'elle a dit non, tu as poussé. Tout à fait. Donc, l'argent n'a rien à voir avec. Peut-être que l'argent est venu après, quand le gars a forcé, il a donné ça pour se racheter un peu. Mais l'argent, vraiment, ça n'a rien à voir. Parce que si c'était que, il dit que, ok, je veux un rapport sexuel, en échange, je te paie 1 million de francs CFA. Et elle dit oui, d'accord pour ça. Ce n'est plus un viol. Ok. Le viol sous-entend que la personne n'était pas consentante. Donc peut-être qu'il a même dit que je te donne 1 milliard, elle a dit que non, ça ne m'intéresse pas. Le gars a dit que je vais te payer. Là, ça reste un viol. Voilà, vite. D'accord. Armel, dis-moi, est-ce qu'après cet acte-là, est-ce que tu en as pris un coup? Je veux dire, est-ce que ça a influencé ta façon de voir les hommes en face de toi? Est-ce que tu es devenue plus craintive, plus prudente? Je ne sais pas. Bon, déjà, quand je suis dans un... Bon, déjà après cette histoire, mon petit frère venait me chercher après le travail pour rentrer. Bon, il ne savait pas trop pourquoi, mais il venait. Je lui avais dit, bon, quand je finis le travail, je t'appelle, tu viens me chercher. Et il le faisait. Il a fait pendant des années sans jamais comprendre le pourquoi. Et j'ai un peu gardé le réflexe du sursaut. Donc, quand je vois
Si je suis même en train de marcher dans la rue, je me retrouve seule et peut-être je vois un homme sortir peut-être d'un couloir, le premier réflexe est Je suis sautée. de se sauter. Donc c'est un peu ce qui est resté. Et ça n'a pas influencé tes rapports avec, Avec la gente les- masculine? Bon, automatiquement, ça influence. Parce que là, s'il y avait des barrières, tu les surmontes encore plus. Plus, Donc, parce que, bon, déjà, beaucoup de gens se plaignent que je ne sors pas beaucoup. Les collègues, bon, ceux qui sont mariés, parfois je peux les rendre visite. Si tu n'es pas marié, on se voit au bureau, ça s'arrête là. Ou bien, le cadre où on se voit, il y a d'autres gens, ça peut encore passer. Mais j'évite de me mettre dans une situation où ça peut laisser penser que j'ai contribué à ce qui arrive. Que tu as ouvert la porte, comme on dit. Alors vous comprenez son attitude? Oui, moi je le comprends parfaitement. Vous savez, moi je suis, à la base, je suis commercial de profession. Donc ça veut dire que j'avais pris l'habitude d'aller de bureau en bureau travailler. J'ai été vraiment victime de harcèlement, si bien que c'est embêtant. Parce qu'on sait qu'on doit gagner sa vie, mais on se dit si on va voir 10 personnes, 5 personnes vont nous mettre des conditions, 2 vont nous dire ceci, cela. Il faut qu'on se mette des barrières et qu'on s'arme moralement. Il faut apprendre à dire non. Maintenant, moi, la barrière que je m'étais mise, c'est la compétence. Il faut, je pars, tu perds. Donc, je dois bien vendre mon produit, je dois bien faire mon travail. Comme ça, je dis non. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Mais c'est très embêtant de savoir que tous les matins, on va sortir de la maison et qu'on va se retrouver en face des gens qui vont nous harceler d'une manière ou d'une autre. Donc, je la comprends parfaitement. Dans le cadre de votre travail, je ne vous demande pas de sortir les secrets de votre travail. Je veux savoir, est-ce que les dames qui sont victimes de toutes ces violences-là, de ces prédateurs-là, est-ce que ça influence radicalement leur façon d'être? Oui, ça influence leur personnalité même. Ça influence beaucoup parce que quand on est victime, les femmes, vous pouvez témoigner, on se sent rabaissé, on se sent inutile, on se sent humilié. C'est-à-dire, on a l'impression que l'autre nous méprise tellement qu'il se dit qu'il peut nous utiliser n'importe comment. Et ça rabaisse. Donc, soit on fait des efforts pour remonter la pente, soit on s'enfonce. Donc, ces personnes qui sont victimes de violences, d'agressions, de harcèlement, ont peur souvent des hommes. Elles ont peur de s'exprimer devant les hommes. Elles, parfois même, elles s'auto-stigmatisent parce qu'on pense que les gens sont au courant et ils vont nous stigmatiser. Finalement, elles s'auto-stigmatisent. Mais je voudrais expliquer quelque chose concernant les enfants qui sont victimes de viol. Ce que je fais souvent dans le cadre de mon travail, c'est l'art-thérapie. C'est-à-dire, j'amène les enfants à dessiner. Je conseille ça aux parents parce que ça marche beaucoup. Quand les enfants reviennent de l'école, par exemple, amenez-les à dessiner. Généralement, on dessine quelque chose qui nous est qu'on a dans la tête. Une fois, j'avais participé à une formation sur la santé mentale. Et on nous a dit à tous, vers la fin de la formation, de dessiner quelque chose. Chacun a dessiné ce qu'il avait dans son cœur. Moi, j'étais tellement fatiguée que j'avais envie de m'évader, j'avais envie de voyager. J'ai fait des traits comme ça parce que je n'avais plus envie de rien, j'étais épuisée. Ça venait du fond de mon cœur. Et ce que j'ai souvent fait avec les enfants qui sont violés, je leur demande de dessiner. Et on voit comment les enfants guérissent, si je peux appeler ça guérir, au fur et à mesure qu'ils dessinent. Au début, il y a des dessins violents, on agresse le violeur, on veut qu'il meure et ainsi de suite. Mais au fur et à mesure que l'enfant s'apaise et il se sent rassuré, le dessin change. Il ne dessine plus la même chose qu'au début. Donc les parents, si vous avez envie de savoir ce qui est arrivé aux enfants, demandez-leur de dessiner. Moi, je demande systématiquement aux enfants de dessiner. J'avais quelques enfants qui avaient des soucis. Quand je les appelais, je dis, oh, dessinez-moi quelque chose. Ils ont dessiné exactement le problème qu'ils avaient. Ça, je l'ai fait récemment. Donc, c'est une astuce que les enfants, quand ils sont tout petits, ils vont vous dire. Là, on va découvrir. Pour les grandes personnes, je dirais que, je crois que le docteur l'a dit, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on écoute. Quand on écoute, on peut faire une enquête. Et quand on fait l'enquête, le violeur, le bourreau même, quand il sait déjà qu'il a été trahi, il y a de fortes chances qu'il ne recommence plus. Même s'il nie, il sait que
comme Amel est en train de parler là maintenant, je ne dois plus repartir vers lui, vers elle, Oui. parce que nous devons connaître la vérité. Et si je repars vers elle, elle ira encore parler. Or, les gens ont souvent peur de parler parce qu'ils ont fait de représailles. Alors que si on parle, il va venir nier devant vous, mais il va faire attention. Ok. On voit que beaucoup de gens récidivent parfois. Par exemple, il y a une histoire qui se passe. Personne ne porte plainte, personne ne témoigne, personne ne dit rien. Le gars continue la personne continue à comprenez, agir normalement. Normalement. Parce qu'il n'est pas inquiété. Ben, comment est-ce qu'il va s'inquiéter si personne n'ose en parler? Oui, Armel. Pour continuer dans ce qu'elle disait par rapport à mon expérience, des années après, quand j'ai un peu pris un peu plus d'assurance et que je parlais autour de moi, même au bureau, même à moi, il a fait ça. Les collègues ont eu à me dire, c'est là où je me suis rendu compte que bon, ça veut dire que le silence a des conséquences par rapport à d'autres personnes qui ne sont pas au courant. Donc c'est pour ça que même dans les forats où je pars, moi je dis il faut dénoncer. Quand on dénonce, on ne peut pas réparer ce qu'on a vécu, mais on peut sauver d'autres personnes. On peut sauver d'autres personnes. Oui, docteur. Et voilà, comme tu as demandé, est-ce que ça transforme la personne qui était victime? Oui. Un schéma très simple. Il y a des gens qui marchent nus là-bas en route parce qu'ils ont été violés. Je dis bien, il y a des gens qui marchent nus dans nos rues parce qu'ils ont été violés. Pour te montrer à quel point ça peut transformer quelqu'un. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a moyen d'anticiper sur un viol, sur un prédateur sexuel? Je pose la question. Je dois peut-être pas raconter mon expérience, mais j'ai eu justement une expérience dans le cadre du travail. Je suis allée voir un monsieur qui m'avait donné un rendez-vous, je le connaissais bien. Il faut le dire, je le connaissais bien, donc j'étais en confiance. Alors, je suis allée le voir, il m'a donné un rendez-vous à 17h. C'est encore l'heure du travail. Alors, moi, je ne savais pas que dans son environnement, à 17h, ses collaborateurs étaient partis. Alors, quand je suis arrivée, quand je suis entrée et qu'il m'a fait asseoir, il a fermé la porte à clé. Et ça m'a interpellée. Je me suis dit, pourquoi il ferme la porte? Et quand il a fermé la porte à clé, il a foncé vers moi. Je lui ai demandé, pourquoi tu fermes la porte? Il a toujours foncé. Et je lui ai posé la question trivialement, tu veux me violer? Quand je lui ai demandé ça, il s'est arrêté. Alors, j'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a un moyen d'anticiper d'anticiper entre guillemets, hein, sur quelqu'un qui vient vers vous pour vous violer? Est-ce qu'il y a moyen de le comprendre avant et d'essayer de contourner? Bon. Parce que c'est cette attitude qui m'a sauvé ce jour-là. Je crois que dans la continuité de comment tu t'y es pris, ça revient à ce que Catherine a dit tout à l'heure. Les gens ont souvent du mal à comprendre ça, c'était dans notre contexte culturel. Mais vraiment, la phrase non, pour moi, je dis souvent, la phrase non, c'est la plus belle phrase au monde. Oui. Non, ça commence par N majuscule. Après le O, N, là, on met un point. C'est une très belle phrase. Savoir dire non. Non. Maintenant, ton non, c'est sophistiqué avec le temps en fonction du contexte. Oui. Mais une personne qui est passive n'aurait pas réagi comme toi. Oui. Mais ce qu'on enseigne aux filles dans notre culture actuellement, c'est la passivité et la dépendance. Tu vois? Donc, anticiper, c'est difficile à dire. Je ne pense même pas qu'il y ait une réponse à ça. Mais tu vois, dans ton cas, c'est de pouvoir dire non qui t'a sauvé. Et de pouvoir dire non, ça veut dire que tu peux affronter quelqu'un. Oui. Tu peux te défendre. Et je crois que, en général, dans les problèmes liés les difficultés liées au genre, surtout les difficultés que les femmes rencontrent, la meilleure arme, c'est de leur capacité. Et il n'y a rien de mieux dans la capacitation que de faire comprendre à la personne qu'elle a le droit de dire non. Voilà, oui. Maintenant, ton non là va se décliner en beaucoup de choses. Oui. Parce que quand tu es capable de dire non, après ça, tu dis que si tu fonces encore, je prends la barre de fer, si là je t'assomme avec. Oui. Donc c'est ça. Mais il faudrait déjà que les gens comprennent qu'on peut dire non. D'accord. Est-ce que dans la capacité, il a dit, je voulais dire, moi je vais plutôt dire les outiller. Est-ce que dans cette outillation, il ne faut pas l'indépendance peut-être matérielle aussi, parce que de plus en plus, on accuse les femmes d'être tellement matérialistes que quand elles voient quelqu'un qui a de l'argent, on se demande pas, on se pose pas la question sur son profil psychologique, on y va parce qu'il a de l'argent. Est-ce qu'il n'est pas important aussi d'enseigner à nos enfants, à nos filles à la maison que ce n'est pas l'autre en face de toi qui va venir changer ta vie, je veux dire. Est-ce qu'il n'est pas important que ce soit comme ça? Oui, c'est important. On parle de la capacité, les outils,
tout ça, c'est des termes qu'on utilise. Nous, on a par exemple, dans le cadre de notre travail, des personnes vulnérables comme les réfugiés, les déplacés internes. Et elles sont la cible de beaucoup de prédateurs parce qu'elles sont fragilisées. Elles n'ont pas de logement, elles n'ont pas d'argent, elles n'ont pas de nourriture et ainsi de suite. C'est pour ça que les gens partent vers elles parce qu'ils pensent qu'ils peuvent les avoir. Elles sont facilement. vulnérables. Elles sont vulnérables. On leur fait le chantage. Qu'est-ce qu'on fait? On leur dit d'apprendre justement à dire non. Il faut apprendre à dire à l'autre stop. Ce n'est pas parce que je suis dans une situation difficile que je vais céder à la pression. Oui. On renforce, par exemple, on leur apprend les métiers générateurs de revenus. On leur montre ce qu'ils peuvent faire pour gagner de l'argent. Pas à travers des rapports sexuels qui les enfoncent plutôt. Maintenant, c'est important, comme a dit le médecin, de dire non. Il y a une dame qui était dans une société, elle est entrée dans son bureau, elle va te voir son collègue. Et le collègue a voulu la toucher. Et elle dit à son collègue, si tu me touches encore, j'écris. Et le collègue l'a touchée et elle a crié. Le monsieur a su qu'il ne faut plus repartir vers la même personne. Donc dire non en regardant quelqu'un dans les yeux, c'est très important. Or, beaucoup de personnes n'ont pas cette... ils ont peur. C'est pour ça que nous, on fait des formations, on essaye, on sensibilise, on éduque. On fait dans la prévention pour que les gens sachent ce qu'ils doivent faire en cas de problème. Parce qu'il faut reconnaître que beaucoup de gens ne savent même pas ce qu'ils doivent faire. Hein. J'allais poser la question au médecin. Elle ne savait même pas qu'elle peut aller aux ressources humaines. Oui. Donc si elle avait su, elle aurait fait quelque chose. Heureusement pour elle qu'elle a au moins su qu'il faut bloquer l'ascenseur. Moi, j'aurais été dans son problème, sa situation, que j'aurais bagarré, parce que déjà j'ai peur de l'ascenseur, je ne sais pas comment ça se passe. Donc, on allait peut-être me trouver morte là-dedans. Donc, il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre pour qu'on ne se retrouve pas dans des situations difficiles. Alors docteur, quand on est en face d'un prédateur qui est plus fort, enfin, qui semble être plus fort, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon. Comment on peut réagir sur le coup? Je crois que c'est une affaire de logique de la vie. Hein. Dans la vie, il y a des situations qui nous dépassent, heureuses ou malheureuses. Oui. Il y a des situations qui nous dépassent. Donc, si on se bat et que malgré tout ça nous dépasse, vraiment c'est la vie. Parce que même quand tu construis ta maison et qu'il y a le tremblement de terre, on ne peut pas arrêter les murs. Même quand quelqu'un vient t'agresser avec une arme, donc comme vous dites que on ne peut que se battre. Et au cas où ça ne marche pas, c'est un malheureux incident, vraiment. Le plus important, c'est la réaction après, je pense. Oui, et même quand on est dans ce mindset-là, même après l'acte, on s'en sort mieux. Oui. On s'en sort mieux. Donc, supposons par exemple, si je suis une fille, je sais pas trop quoi, parfois je finis le travail à 23h, ok. Et que dans le service où je suis, si quelqu'un vient me trouver dans mon bureau, il est, c'est pas 3 fois plus costaud que moi. Et il dit qu'il va me violer. Et que là, je n'ai rien sur la main. Il est plus fort que moi. Ça peut arriver. Ok, mais bon, toujours est-il, la démarche de quelqu'un qui a ce mindset de s'affirmer là, après l'acte, va pouvoir le sauver et pourra franchement limiter les dégâts. Donc, et ouais, c'est ça en fait. Okay. Alors Armel, nous sommes presque au terme de l'émission. Qu'est-ce que toi tu as à dire aujourd'hui à toutes ces femmes qui ont été ou qui pourraient être l'objet d'un prédateur sexuel? Comme j'aime souvent le dire, même quand tout est sombre, il faut chercher le point blanc qui va éclairer. Donc celles qui ont subi des actes d'agression sexuelle, tout ne s'arrête pas là. On peut se refaire une vie, on peut s'adapter. Il faut parler. Plus on parle, plus on est libéré d'un certain point. Parfois quand on parle, on ne se rend pas compte du bien que ça nous fait, mais on est libéré. Maintenant, pour prévenir, moi, honnêtement, je pense que c'est celles qui ont été victimes qui peuvent prévenir pour celles qui ne l'ont pas encore vécu. Parce que dans mon cas, j'ai vécu une situation pareille et je me suis rendu compte des années après que la personne avait fait ça à d'autres femmes de l'entreprise. Et le temps, d'autres femmes peut-être se sont ajoutées parce que j'avais mis des années pour en parler. Oui. Donc il est important de dénoncer et il faut rechercher parce qu'aujourd'hui on est à l'ère du numérique.
il faut rechercher où on peut se faire, je peux dire, sensibiliser, parce que beaucoup de gens ne savent pas quoi faire, donc où aller se plaindre. Parce que généralement, même quand tu vas, je ne sais pas si on peut appeler le malheur, parfois quand tu vas pour te plaindre, tu te retrouves en face d'un homme et tu n'arrives même pas à t'exprimer parce que tu te dis, bon, tu as d'abord peur, tu viens de subir, de te faire agresser par un homme, tu te retrouves devant un homme, oh, tu as déjà développé peut-être une peur. Et quand tu arrives, tu auras affaire à un homme qui va te poser des questions du genre, tu es sûr que tu n'as rien fait pour l'attirer, tout ça. Je pense que tout ça, ça renferme. Donc je suis pour la dénonciation, la sensibilisation. Madame Etonde, vous êtes indexée là? Oui, moi, je vais donner la démarche officielle. J'ai dit au départ que dans le cadre du travail que je fais, je rappelle que je suis le point focal genre du MINPROF. Oui. On a été fermé pour lutter contre les violences. Oui. Donc, il y a une démarche à suivre quand on est violé. Nous, déjà, on agit dans l'intérêt supérieur de la victime. On ne l'expose pas, on ne la juge pas. Tu as été habillé comment, ça s'est passé comment, ce n'est pas notre problème. On a envie de savoir ce qui s'est passé. Donc, une personne qui a été violée, elle peut aller vers les services du MINPROF. Il y a des délégués d'arrondissement qui sont là pour enregistrer les plaintes. MINPROF, ministère de la promotion de la femme et de la famille. Ils sont formés pour ça. Et ils nous ont formés, nous, associations, pour qu'on détecte les violences physiques, les violences psychologiques, les violences basées sur le genre et ainsi de suite. Maintenant, dans le cadre du travail que je fais avec eux, quand il y a un problème de santé mentale, automatiquement, on va m'appeler. Quand on enregistre ces plaintes, on écoute, on conseille, on apaise. Et après, s'il faut envoyer au niveau du tribunal, le MINPROF se charge de référer l'affaire au niveau du tribunal, ni vu ni connu. Donc ça, c'est la démarche officielle. Oui. D'accord. Alors, vous dites que vous êtes dans l'accompagnement des personnes victimes de prédation sexuelle. Oui. C'est ce que vous dites. Tout à fait. Et qu'on peut vous contacter quand on a des cas comme celui-là, sachant que vous vous assurez la sécurité et l'anonymat de la victime. Surtout l'anonymat. Oui. D'accord. Alors, docteur, vous, à votre niveau, quel conseil vous avez à donner et aux parents et aux victimes même, adultes, de violences, de prédateurs sexuels? Bon, en plus de ce qui a déjà été dit, en fait, en tant que médecin, moi j'interviens quand le patient arrive à l'hôpital. Donc à l'hôpital, il y a ce qu'on fait d'abord, c'est de limiter. En fait, l'idée c'est de limiter les dégâts de la violence sexuelle qu'il y a eu. À la fois sur le plan physique et mental. Sur le plan physique, comme je disais tantôt, habituellement les protocoles veulent que d'emblée on mette un traitement préventif contre l'infection à VIH. Et après maintenant, il y aura un suivi pour s'assurer qu'effectivement la personne n'a pas été contaminée, que le traitement préventif contre le VIH a marché au cas où elle aurait été exposée. Il y aura un suivi pour s'assurer que la personne n'a pas été infectée aux hépatites virales. Et parfois, dans quelques cas spécifiques, on va rechercher aussi d'autres infections. Ça dépend. On va s'assurer que la personne n'a pas porté une grossesse. Et il faut rappeler que la loi au Cameroun prévoit que si la grossesse est issue d'un viol, on peut avorter. C'est légal. Après cela, maintenant, il faudrait éviter les conséquences mentales, qui sont tout aussi désastreuses. Donc là, maintenant, ce qu'on fait, ce sont des choses qu'on fait pour vider le sac de la personne. Et à ce moment-là, on fait ce que notre conseil a bien dit tout à l'heure, c'est vraiment on encourage qui est dans son entourage quelqu'un avec qui elle pourra parler pour vider son sac. Ça soulage. Et maintenant, il y a d'autres mesures qu'on peut mettre sur pied, mais c'est vraiment fonction de ce qu'on a, de cette évaluation initiale-là, l'évaluation mentale initiale. C'est aussi en fonction de la réaction de la victime, comment elle réagit, c'est ça? Oui, parce que supposez par exemple que ça arrive que le prédateur soit dans le cadre familial. Non, on est obligé de t'hospitaliser. Parce que si on te renvoie à la maison, le gars va te récupérer. Oui. Donc on t'hospitalise et on s'assure que le prédateur n'est plus là. On organise le retour à la maison. Donc il y a beaucoup de trucs comme ça là, mais ça dépend, c'est au cas par cas. Il y en a qui vont subir un viol, ils vont arriver là. D'emblée, ils vont présenter des symptômes psychiatriques, ils vont arriver en panique, en pleurs, détresse, tout ça là. Donc là maintenant, peut-être qu'il va falloir un peu de médicaments, peut-être qu'il va falloir hospitaliser, peut-être qu'il va falloir d'emblée faire juste du repos, faire des psychothérapies particulières, mais c'est vraiment au cas par cas. Mais l'idée, c'est que
point limite des conséquences de cet acte. C'est vraiment ça l'idée. Alors, nous sommes arrivés au thème de cette émission. L'idée ici était de sensibiliser sur les prédateurs sexuels. Il faut dire qu'à tous les niveaux de la société, on peut être accompagné. En entreprise, il y a des ressources humaines qu'on pourrait contacter pour qu'elles, je l'ai dit, les ressources humaines, pour qu'elles prennent fait et cause pour la victime. L'État a le MINPROF, comme a dit Madame Etondé, qui a des cellules où on peut écouter. Le médecin a dit qu'ils avaient aussi leur méthode pour accompagner la victime. Alors, ne vous taisez plus. C'est le silence qui est coupable. Il faut parler, il faut dénoncer. Si vous ne dénoncez pas, le prédateur fera d'autres victimes et ça va s'enchaîner sur des années. S'il vous plaît, dénoncez. Merci d'être resté avec nous. Au revoir.